Bonjour, bonjour. Bonjour tout le Bonjour tout monde. le monde. Voilà, ça y est, c'est parti. Du coup, Alpha, on laisse quelques minutes pour que les gens se connectent ou comment ça se On va laisser passe? quelques minutes, histoire qu'il y ait un peu plus de monde Ok, qui se connecte, et après on pourra commencer. ouais, bien sûr, hein. Là, je vois qu'il y avait pas mal d'inscrits. Ouais, Même si du coup, il y aura l'enregistrement, hein, si je me trompe pas. oui, on aura un enregistrement. Ouais, ça sera enregistré et envoyé à ceux qui étaient inscrits de toute façon. S'il y Oh, en a qui pouvaient pas. ok. Tic, 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 tic. Bonjour, je vois qu'il y a quelques personnes qui rentrent dans le chat. Bonjour tout le monde. C'est ça. Donc pour les derniers arrivants, on attend que tout le monde se connecte sur le live C'est ça. et on va bientôt démarrer. Alpha nous fera l'introduction. Oh, on va commencer. Je pense qu'on peut commencer. Si ça te dit. Ouais, Ok, super. Bon, bah alors bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci de vous être connectés sur ce live, donc entre Extra Cadabra et Super Indep. Je vais me présenter très rapidement. Donc, moi, c'est Diallo Alpha. Je suis chargé de projet Talent Acquisition chez Extra Cadabra. Donc, le but de ce live, en fait, ce sera vraiment de pouvoir vous présenter et vous donner les clés, en fait, sur le statut d'auto-entrepreneur. Donc, je vais expliquer très rapidement, en fait, qui nous sommes, nous, Extra Cadabra. Donc, on est une entreprise qui met en relation des candidats, d'une part, et des établissements, d'autre part, qui sont en recherche de mission ou de contrat. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les contrats en extra, puisqu'il faut être auto-entrepreneur. Et donc, c'est là qu'intervient notre partenaire Super Indep. Et donc, Clément, ici présent, qui va vous donner toutes les clés pour que vous puissiez justement être auto-entrepreneur et puis pour toutes les démarches administratives. Donc, je laisse la parole à Clément. voilà. Alors du coup, j'ai quelques slides pour remettre un petit peu tout ça en perspective et puis bien cadrer les choses pour tout le monde sur le statut de la micro-entreprise. Et puis, bah, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et puis, bah, Alpha, à la limite, si tu vois les questions, n'hésite pas à m'interrompre. C'est Je ça. vais peut-être pas toutes les questions, s'il y en a beaucoup. Euh, et on peut les prendre au fur et à mesure.
Alors, donc Super Indep, c'est une solution pour gérer toute la partie administrative justement de votre micro-entreprise. Donc voilà, moi je suis un des fondateurs de cette plateforme. Aujourd'hui, on gère plusieurs milliers d'auto-entrepreneurs et donc déjà des gens notamment qui travaillent via Extra Cadabra. Donc voilà, bah, sur la création, on va avancer. Alors là, vous avez quelques éléments. Comment faire sa création avec Super Indep. Là, vous avez un QR code qui vous permet d'aller voir comment on s'y prend, qui explique un petit peu vite fait comment on fait derrière le suivi administratif d'une micro-entreprise. Et puis éventuellement, pour ceux qui préféreraient quelque chose de totalement gratuit, c'est notre newsletter mensuelle. Et on est évidemment sur tous les réseaux. Donc, c'est parti pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est un régime qu'on dit simplifié, entre guillemets, les avantages et les inconvénients, et les erreurs à ne pas faire en micro-entreprise. Et enfin, recontextualiser ça chez Extra Cadabra avec Alpha. Juste vite fait pour voir qu'est-ce qui vous empêche de devenir auto-entrepreneur aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait de ne pas connaître les démarches? Est-ce que ça a l'air trop compliqué? Est-ce que vous n'avez pas pris le temps de regarder et que vous avez choisi un autre fonctionnement? Voilà. Alors, je te coupe juste un instant. Alors, on va lancer un tout petit sondage par rapport aux questions que vous voyez là sur la slide. En fait, Ouais. vous avez juste, donc pour toutes celles et ceux qui sont dans le live, vous allez voir sur votre écran, ça va s'afficher. Et en fait, vous aurez juste à répondre. Et le but vraiment, c'est en récoltant ces réponses, c'est de pouvoir orienter la suite du live, justement sur des points qui pourraient être problématiques pour vous. Donc voilà, vous voyez le sondage apparaître directement et vous pouvez soumettre le vote. Pas la peine de l'écrire dans le chat. Après, si vous avez d'autres réponses éventuelles à cette question, n'hésitez pas à la soumettre dans le chat. Mais passez plutôt par le vote. Alors, je vous laisse quelques secondes et du coup on commence à avancer déjà et puis on va prendre en compte vos réponses aussi, comme disait Alpha dans la suite du talk. Donc sur la micro-entreprise, qu'est-ce que c'est déjà? Donc micro-entreprise, donc on dit régime simplifié, il y a moins d'obligations comptables en fait par rapport aux autres formes d'entreprise. Quand on parle de société, on parle d'entreprise individuelle au réel. Ça, c'est des statuts où il va falloir produire une comptabilité qui est assez compliquée à gérer. En micro-entreprise, vous avez beaucoup moins d'obligations. En gros, si on doit résumer les obligations, il faut faire un livre de recettes qui correspond en fait aux encaissements des factures que vous aurez faites de toutes les prestations que vous avez faites. Donc, facturer, puis suivre les paiements de ces factures avec un livre des recettes. Ça, c'est les obligations comptables de la micro-entreprise. Ensuite, vous avez des obligations en plus de la comptabilité, qui sont pas directement comptables, c'est de déclarer à l'URSSAF, ainsi de suite. On a quand même des conditions pour la création, soit par rapport à la personne. Est-ce que la personne elle est en situation régulière en France, ça c'est obligatoire. Donc soit avec un titre de séjour, soit avec une carte d'identité française, européenne. Il y a même des cas un peu particuliers d'accord, je crois que c'est avec l'Algérie par exemple. Donc il faut être dans une situation qui permet de créer une entreprise. Notamment sur les titres de séjour, là j'y pense. Il faut un titre de séjour qui autorise à travailler en tant qu'entrepreneur. Parce qu'il y a des titres de séjour qui sont uniquement pour être salarié. Et donc ça, on ne peut pas créer une micro-entreprise avec ce genre de titre de séjour. Et ensuite, il y a des conditions liées à l'activité. Il y a des activités qu'on ne peut pas faire en micro-entreprise. Alors, c'est des activités réglementées type comptable, médecin, infirmier, des choses comme ça. On ne peut pas les faire en micro-entreprise. Et après, il y a des activités aussi qui réclament
des compléments du type, si on veut faire du service financier, il faut avoir le droit il faut avoir les diplômes qui vont bien, les accréditations qui vont bien pour pouvoir le faire. C'est la même chose pour tout ce qui est artisanat. Et donc, du coup, on n'a pas le droit de se dire pâtissier sans avoir un diplôme de pâtisserie. Voilà, donc ça, c'est des conditions donc, liées à l'activité qui sont assez importantes. Et après, il y a des conditions pour rester en micro-entreprise. Parce qu'une fois que vous êtes en micro-entreprise, vous avez vu, c'est assez vraiment light comme administratif, mais c'est limité. Tout le monde ne peut pas rester en micro-entreprise ad vitam aeternam. À partir du moment où on devient un petit peu trop gros, là, on va devoir changer de statut et sortir de la micro-entreprise. Donc ça, il y a des seuils. Donc c'est des seuils de chiffre d'affaires annuel. La première année, c'est au prorata. Il faut faire attention. C'est-à-dire, si j'ai travaillé 3 mois, ça fait un quart. Ça fait 3 mois sur 12. Ça fait un quart des 77 700, par exemple, si je fais de la prestation de service. On a 2 types de seuils, de l'achat-revente ou de la prestation de service. L'achat-revente, c'est par exemple, je suis traiteur. Donc, du coup, j'achète toutes les matières premières pour faire les repas. Et je revends un service complet de traiteur. Donc, les repas avec le service, ainsi de suite. Tout ça, je vais le vendre en achat-revente. Les prestations de service, c'est si je ne fais que de la prestation. C'est par exemple, je vends mon temps en tant que serveur, je vends mon temps en tant qu'artisan, X ou Y, peu importe l'activité. Je fais que de la main-d'œuvre. Je ne vais pas apporter les pièces. Là, du coup, je ne vais rien acheter pour le revendre. Je suis uniquement en train de fournir mon temps. Ça, c'est de la prestation de service. Donc, on a des seuils différenciés dans les 2 cas. On a des gens, des fois, qui sont un peu dans les 2 activités. Dans ces cas-là, ce qu'on regarde, c'est sur la partie prestation, on regarde le premier seuil. Et sur la totalité du chiffre d'affaires, on regarde le seuil de l'achat-revente. Donc, ce n'est pas que le CA achat-revente par rapport au seuil d'achat-revente, c'est la totalité du chiffre d'affaires par rapport au seuil achat-revente. Voilà. Donc là, c'était histoire de faire un rapide tour d'horizon de la micro-entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, on zoome un petit peu sur le régime simplifié. Donc, je vous avais dit les obligations comptables, la facturation, le livre de recettes, déclarer son chiffre d'affaires, évidemment. Donc ça doit être cohérent avec le livre de recettes et avec ce que vous recevez sur votre compte bancaire. Et puis après, il y a des obligations comme déclarer l'impôt sur le revenu, mais ça, c'est comme tout le monde finalement. Il faut juste pas oublier de le faire. C'est pas parce qu'on paye les cotisations à l'URSSAF qu'on n'a pas d'impôt sur le revenu. Okay. Cotisation sociale pour tout ce qui est régime social, assurance maladie, prévoyance, des choses comme ça, retraite. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les cotisations sociales. Et l'impôt sur le revenu, ça finance autre chose. C'est le fonctionnement de l'État, c'est tout ce qui est financé dans le public. Quand vous sortez dans la rue, il y a des routes, il y a des infrastructures, tout ça, c'est financé plutôt par l'impôt sur le revenu. Voilà. Bon, après, il y a des transferts entre les deux, mais globalement, il faut avoir en tête ces deux sources de taxes, entre guillemets, de l'impôt de l'État. Il y a la CFE, ça c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. La première année, on l'a qu'à partir de la deuxième année. C'est une exonération automatique la première année. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. Même si vous n'avez pas de locaux, que vous êtes obligé de domicilier votre entreprise chez vous, vous allez quand même avoir un minimum de CFE à payer. C'est quelques centaines d'euros généralement. Et le compte bancaire dédié, ça c'est obligatoire si on a plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années de suite. Mais dans tous les cas, nous on le conseille. On dit, vaut mieux mettre ce qui est professionnel sur ce compte bancaire. C'est pas forcément un compte bancaire. Voilà, si vous n'avez pas de TVA par exemple, vous pouvez prendre un compte bancaire gratuit sur plein de banques en ligne. Ça marche très bien. Mais c'est mieux de le dissocier. Avec ce compte bancaire, vous payez vos cotisations sociales, vous versez ce qui reste sur votre compte perso. Après, la déclaration d'impôt sur le revenu, bon, il y en a qui le mettent sur le compte pro, d'autres sur le compte perso. Ça, c'est
priori, c'est plutôt perso, mais c'est pas un gros souci. D'ailleurs, sur la déclaration d'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu, il y a un mécanisme spécifique aux micro-entreprises qui s'appelle le versement libératoire. Ça, on pourra revenir si des gens ont des questions. Ça, donc, c'était le premier point, obligation comptable. Et donc, pourquoi on appelle micro-entreprise? Micro-entreprise, ça veut dire, ça vient de un régime qui, on dit à la fois micro-fiscal et micro-social. Donc, micro-social, cotisation sociale. Ok, je vous ai expliqué la différence entre cotisation sociale et impôt sur le revenu. Et bien, le micro-fiscal, ça concerne tout ce qui est impôt sur le revenu. Okay, le fisc, c'est les impôts. Donc, on a ces deux mécanismes, micro-social et micro-fiscal. Micro-social, je déclare un pourcentage, je déclare mon chiffre d'affaires à l'URSSAF et en fonction, je paie un pourcentage en fonction de mon type d'activité. Je paie un pourcentage de ce chiffre d'affaires en cotisation sociale. Donc, c'est bien, je gagne rien, je paye rien, je gagne quelque chose, je sais que j'ai un pourcentage de ce chiffre d'affaires qui va être à verser à l'URSSAF. Alors, ça peut être soit au mensuel, soit trimestriel. Ça, c'est à votre choix. Nous, on a tendance à plutôt pousser au mensuel parce que ça évite des surprises au bout de 3 mois et de se dire « Oh, j'avais oublié que j'avais ces cotisations à payer ». Et le microfiscal, lui, c'est en fait comment est calculé l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, il prend votre chiffre d'affaires et il applique un abattement. Donc, en fonction, pareil, des types d'activités, soit de 34%, soit de 50%, soit de 71%. Pourquoi l'achat-revente est à 71%? Parce que les 71%, ils prennent en compte le fait que vous avez dû acheter justement, par exemple pour un traiteur, toutes les matières premières. Un boulanger, pareil, il doit acheter la matière première. Quelqu'un qui fait des achats-reventes sur des plateformes en ligne, pareil, il a acheté ce qu'il revend ensuite sur la plateforme en ligne. Donc tout ça est pris forfaitairement dans les 71%. Les 71%, ils incluent aussi les cotisations sociales que vous avez déjà payées. Donc, quelque part, les impôts considèrent que vous avez gagné dans votre poche par rapport à ce que vous avez facturé au client, qui avait, dans le premier cas, pour les professions libérales, 66% de ce que vous avez facturé. Dans le cas de l'artisanal commercial, 50%. Et dans le cas de l'achat-revente, 29%. Okay, c'est le complément des pourcentages qui sont indiqués ici. Et donc, l'impôt est calculé sur cette base-là. C'est comme si vous aviez eu un salaire de 29% de votre CA si vous êtes en achat-revente. Alors, ça fait déjà pas mal d'éléments. Je ne sais pas si tout le monde est bien... si tout le monde a peut-être déjà des questions qui remontent. Alpha, je ne sais pas si tu as vu des questions par rapport à ces éléments-là qui peuvent déjà... Des questions, je ne sais pas si vous avez vu passer. Il y en a une de Clara Pogé qui dit quelles sont les activités incompatibles avec le statut d'entrepreneur, premièrement. Et il y en a une deuxième. Y a-t-il une limite de chiffre d'affaires à ne pas dépasser en tant qu'auto-entrepreneur par année? Ok. Alors du coup, la limite, c'est justement ce dont je parlais ici, là. C'est les conditions pour rester en micro-entreprise. C'est le maximum de chiffre d'affaires. Donc il faut savoir si vous êtes en achat-revente ou en prestation de service ou en mix, comme j'expliquais, un mix entre les deux. Donc si on prend par exemple 77 700 de chiffre d'affaires pour une prestation de service, ça peut être par exemple quelqu'un qui propose ses services à des traiteurs pour faire du service, la plonge, commis de cuisine, ainsi de suite. Tout ça, ça va être de la prestation de service. Ces gens-là, il ne faut pas qu'ils aient encaissé plus de 77 700 € sur l'année. Il y a une petite condition que j'ai oubliée d'ailleurs, c'est ce seuil, vous avez le droit de le dépasser une année. Et si vous le dépassez une deuxième fois, l'année suivante aussi, c'est là que vous n'avez plus le droit d'être en micro-entreprise. Qu'à partir de la 3e année. Donc en fait, vous avez le droit de le dépasser 2 années de suite. Et l'année d'après, là, vous devez sortir. Donc nous, on a des clients qui font 150 000, 75 000, 150 000, 75 000. Qu'est-ce qu'ils font entre les deux? Il y en a qui prennent 3-4 mois ailleurs, de pause, à faire autre chose.
Et puis voilà, quoi, ça permet de garder ce statut de la micro-entreprise. Et sur les activités qui ne sont pas autorisées, alors ça, le listing complet, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à lister entièrement. Je donnais quelques exemples. Il y a les experts comptables, tout ce qui est de la santé, en fait. Ça, c'est pas autorisé. Si on parle des activités autour de ce qui se fait chez Extra Cadabra, je pense qu'il n'y a pas trop d'activités qui ne peuvent pas être faites en micro-entreprise. Je sais pas si Alpha, tu as... Non, de notre côté, en fait, toutes les activités qui sont possibles, en fait, c'est celles que vous... Enfin, disons que celles que vous verrez sur la plateforme, c'est celles qui sont possibles de faire. Ouais, à ce niveau-là, vous avez la mais liste. de toute façon, je ne crois pas que dans tout ce qui est restauration, hôtellerie et tout ça, il n'y a pas de restriction sur les activités. J'en connais pas. Non, c'est ça. Donc voilà, sur le régime simplifié, bon, j'espère que c'est à peu près clair. Là, on a sur une slide les principaux points. Après, évidemment, il y a des comment on facture bien, comment on fait un livre de recettes, comment on déclare son chiffre d'affaires. On peut aller creuser en détail tout ça. C'est là justement que si ça vous prend la tête et que vous n'avez pas envie de vous occuper de ce genre de choses, vous pouvez déléguer à un service comme SuperIndep. Dans les autres choses simplifiées, on va notamment avoir le fait qu'il n'y a pas de TVA par défaut en micro-entreprise. Par contre, c'est important d'avoir en tête qu'il y a des seuils auxquels il faut faire attention. Donc les seuils, là, on vous a mis les seuils de 2025 et en rouge, enfin en rose. Et en plus petit, en dessous, on vous a mis les seuils de 2024. Donc les seuils de 2025, malgré qu'on n'ait pas de budget, ils avaient déjà été votés avant, donc ils sont déjà prévus comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas de budget qui est censé les modifier. Mais donc du coup, normalement, c'est ces seuils-là auxquels il faut faire attention. Donc vous voyez, c'est des seuils qui sont inférieurs à au chiffre d'affaires maximum de la micro-entreprise dont on vient de parler. Il y a deux seuils. Il y a un seuil de franchise et un seuil majoré. En gros, c'est le seuil majoré, il faut le surveiller dans l'année, donc sur le chiffre d'affaires de l'année. Donc là, par exemple, je suis en 2024. Donc le seuil en 2024, c'était 39 100. Là, je suis à 36 000. J'ai déjà encaissé 36 000 là aujourd'hui. Si j'encaisse plus que 3 100 euros d'ici fin décembre, je vais dépasser les 39 100 euros. Et donc, si je dépasse ce seuil de 39 100, alors je vais devoir facturer la TVA dès le 1er décembre 2024. Donc ça, c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est ma première année. Donc du coup, comme c'est ma première année et j'ai commencé en juillet, par exemple, donc si j'ai commencé en juillet, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un prorata du seuil, mais on va prendre la première colonne, le seuil de franchise, à 36 800. Comme j'ai commencé en juillet, si je rapportais mon chiffre d'affaires sur l'année complète, en gros, je le multiplie par 2. Donc, ou sinon, je divise le seuil par 2 pour le comparer à mon chiffre d'affaires. C'est ça qu'on appelle faire le prorata. Donc, 36 800, il ne faut pas que j'ai fait plus que 18 400 euros de chiffre d'affaires entre le 1er juillet et le 31 décembre. Quand on parle de chiffre d'affaires, c'est toujours ce qui est encaissé. C'est-à-dire que si vous faites une facture là aujourd'hui et que vous êtes payé en janvier, ce sera du chiffre d'affaires de l'année prochaine et pas du chiffre d'affaires de cette année. Donc ça, c'est la deuxième règle, c'est le prorata de la première année. Et il y a la troisième règle, c'est j'ai commencé en 2022, j'ai jamais dépassé ces seuils-là, aucun des seuils, mais cette année, je vais, comme je vous disais tout à l'heure, je suis à 36 000 de chiffre d'affaires là au 10 décembre. Je ne vais pas encaisser plus de 3 100, donc je ne vais pas dépasser les 39 100. Par contre, je vais encaisser 1 000 euros. Donc, je vais être à 37 000. Si je suis à 37 000, je serai entre les deux seuils, entre le seuil de franchise et le seuil majoré. Et donc, du coup, je vais devoir la TVA à partir de janvier 2025 seulement. Donc, c'est la même chose. Si j'avais dépassé le seuil, j'avais fait 37 000 fin septembre et puis j'avais plus rien sur la fin de l'année,
pareil, j'ai dépassé le seuil des 36 800 cette année. Donc, je serai redevable de la TVA en janvier. Donc, en gros, quand je dépasse le seuil de franchise sans dépasser le seuil majoré, je suis redevable de la TVA en janvier qui suit. Mais ça permet quand même, en tout cas, tant qu'on est en dessous des seuils, d'avoir une simplicité sur la TVA, vu qu'on n'a pas à s'occuper de la TVA si on est en dessous de ces seuils. Il faut faire très attention parce que nous, on a énormément de clients, justement, qui viennent nous voir avec des problèmes de dépassement, avec 2, 3, 4 ans de retard, avec des fois des contrôles fiscaux qui ont déjà, parce qu'en fait, ils finissent par s'en rendre compte, les impôts. Ils mettent beaucoup de temps, mais ils finissent par s'en rendre compte. Et donc, en général, dans ces cas-là, c'est pas super agréable d'avoir un contrôle fiscal avec des majorations et ainsi de suite. Il faut vraiment être vigilant à ça. Tout ce qui est création, fermeture, les démarches, elles passent par le guichet de l'INPI depuis l'année dernière. C'est entre guillemets simplifié. Avant, en fait, il fallait savoir mon type d'activité. Est-ce que je suis commerçant? Est-ce que je suis artisan? Est-ce que je suis profession libérale? Et en fonction, j'allais sur le bon site. Bon, maintenant, tout passe par l'INPI. Donc, pour il y a quand même quelques problèmes via le site de l'INPI. Tout n'est pas encore complètement fluide. Mais là, pareil, on peut vous accompagner si besoin pour faire ces démarches. Mais c'est assez simple quand même de le faire. C'est simplifié dans le sens par rapport à une société où vous devez faire un dépôt de capital, des choses comme ça, créer des statuts, et tout ça, il n'y a pas à faire pour une micro-entreprise. Okay, une micro-entreprise, c'est déclarer ça sur le guichet unique de l'INPI. Après, le guichet unique de l'INPI fait que c'est moins simplifié que prévu, mais ça, c'est une autre histoire. On va pas épiloguer sur la question. Pour ceux qui connaissent, vous aurez compris pourquoi je me marre. J'ai 2 petites questions que j'avais notées. Ouais. Alors, la première, c'était Doussou, qui n'avait pas trop compris donc, le calcul de la cotisation et ce qu'il faut payer pour le régime fiscal. Et puis, il y en a une deuxième que je vais te poser tout de suite, de Christian, qui dit qu'il a fait une création de micro-entreprise de chef privé et il a été envoyé un cabis où ils l'ont déclaré comme livreur de repas. Donc, en fait, ils se sont trompés à l'URSSAF. Donc, si tu as des réponses à ces 2 questions. Alors, ouais. Alors, du coup, sur la première question, le calcul de la cotisation qu'il faut payer pour le régime fiscal. Alors là, il y a un petit mélange de termes. Je permets de remettre vraiment très au clair le côté cotisation sociale, donc c'est le régime microfiscal, et le côté fiscal, les impôts. Okay, c'est 2 choses séparées. Donc les cotisations sociales, c'est assez simple. On va revenir sur le calcul. Donc, par exemple, alors je ne sais pas quelle est votre activité, mais on va dire que voilà, vous êtes serveur. Donc, si vous êtes serveur, c'est du service artisanal qu'il faut déclarer. Ou si vous êtes, il y a quoi d'autre comme activité type qu'on a tous ceux qui sont traiteurs, qui vont faire des services aux traiteurs, en général, on tombe sur le service artisanal. Donc, on va payer, si on fait une facture de 1 000 euros, donc la facture, elle est 1 000 euros hors taxe, a priori, je passe la TVA, parce que vous n'y êtes pas pour commencer. Si vous faites une facture de 1 000 euros, vous allez récupérer donc 1 000 euros de votre client qui va le verser sur votre compte. Alors avec Extracadabra, il y a peut-être les commissions Extracadabra, ça je te laisserai préciser, Alpha. J'ai un petit trou de comment ça fonctionne. Mais du coup, sur 1 000 euros reçus de chiffre d'affaires, on va avoir du coup 21,1% des 1 000 euros. Donc 21,1% de 1 000 euros, ça va faire 211 euros. Ça veut dire que sur les 1 000 euros qu'on a récupérés sur son compte bancaire du client, il va falloir qu'on donne 211 euros à l'URSSAF. Il va donc rester 789 euros pour soi. Sur ces 789 euros, on va potentiellement avoir de l'impôt sur le revenu à payer. L'impôt sur le revenu, lui, il se calcule sur tout le revenu de l'année. Donc, si vous avez 15 000 euros de chiffre d'affaires, ces 15 000 euros de chiffre d'affaires,
on va calculer l'impôt avec le micro-fiscal. Quand on va passer, on va faire l'abattement de 50%, les 15 000 euros, ça fait 7 500 euros imposables. Ces 7 500 euros imposables, donc c'est là les 50% de 15 000 de chiffre d'affaires, ces 7 500 euros imposables vont faire que vous n'avez pas d'impôt à payer. Pourquoi? Parce qu'en France, l'impôt, il est progressif, on dit. C'est-à-dire que tout le monde, que vous soyez milliardaire ou que vous gagnez 1000 euros par mois, vous n'avez pas d'impôt sur les 10 000 premiers euros que vous gagnez. Quand je dis 10 000 premiers euros, c'est les 10 000 premiers euros imposables. C'est-à-dire que pour un micro-entrepreneur en service artisanal, ça veut dire que tant que vous êtes à 20 000 euros, jusqu'à 20 000 euros de chiffre d'affaires par an, vous n'êtes pas imposable. Alors après, c'est même encore beaucoup plus compliqué que ça, l'impôt sur le revenu, parce que ça va dépendre aussi des revenus du conjoint, ça va dépendre du nombre d'enfants à charge. Voilà. Donc ça peut complexifier largement le calcul. Mais en gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est plus on a d'enfants, moins on paye d'impôts. Si on a un conjoint qui gagne beaucoup plus que soi, potentiellement, nous, on fait diminuer l'impôt du conjoint et le conjoint a tendance à faire augmenter les impôts de soi-même. Voilà, je ne sais pas si ça clarifie exactement la chose, mais donc il faut bien avoir en tête que, avec l'exemple que j'ai donné, 1000 euros par mois, ça ferait 211 à payer à l'URSSAF, il reste 789 dans sa poche. Sur ces 1000 euros par mois, si on les multiplie par 12, ça ferait 12 000. 12 000, 50%, ça donne 6 000. Sur 6 000, si vous n'avez pas d'enfant, pas de conjoint, et que c'est le cas le plus simple, ça fait 6 000 euros de revenus, c'est non imposable, il n'y a pas de souci. On pourrait faire le même calcul sur 2 000 euros, 2 000 euros de facturés par mois, donc vous faites 2 000 euros avec Extra Cadabra. Sur les 2 000 euros, vous allez payer donc 21,1%, ça va faire 422 euros. Okay, ça va faire le double de ce qu'on avait pour 1 000 euros. 2 000 euros multiplié par 12, ça fait 24 000. Sur 24 000, on fait un abattement de 50%, on est à 12 000. Sur 12 000, là, vous commencez à être un tout petit peu imposable. Bon, ça ne va pas être grand-chose. Hein. Vous allez payer un maximum quelques dizaines ou peut-être 100 et quelques euros d'impôts. J'ai pas le calcul, j'ai pas la calculette automatique dans la tête, mais on est un petit peu au-dessus des 10 000, donc du coup on paye pas beaucoup de cotisations, surtout qu'il y a un mécanisme d'abattement qui s'applique par derrière. Enfin, le calcul est assez compliqué. Ça, le mieux en fait pour bien comprendre, c'est peut-être que je vous montre il y a un simulateur qui est très bien fait sur l'URSSAF. Hop. Mon entreprise. Je vous montre ça. Hop, je vais vous le mettre même le lien. Je vais vous mettre le lien, c'est encore mieux. Hop, pour bien comprendre ça. Voilà. Pour simuler et bien comprendre les cotisations et les impôts. Donc très pratique, hein, ce simulateur est vraiment top. C'est de Christian. Je ne sais pas si tu veux y répondre tout de suite ou tu veux avancer dans la présentation. Donc il disait que il avait fait une création de micro-entreprise en tant que chef privé et que lorsque et que du coup c'est ça. Et que du coup il a reçu un cabis étrange. Ouais. Alors en fait c'est sûrement le code APE qui doit indiquer ça. Le code APE en fait c'est une classification qui date il y a longtemps. Il y a tous les métiers, tous les nouveaux métiers du numérique, les nouveaux métiers qui sont un peu créés, qui avant étaient que salariés, et maintenant avec Extra Cadabra et d'autres, ce genre d'activité, c'est un peu développé. C'est pas forcément dans leur nomenclature. Okay, ils ont un référentiel qui date un petit peu. Et donc du coup, quand vous mettez une description, eux derrière,
sur l'INPI, ils vont se baser sur cette description pour vous catégoriser et vous donner un code APE. Et ce code APE, donc avec le code APE, il y a une description et c'est là justement que l'INSEE a dû choisir un peu sans bien comprendre ce qu'était le métier de Christian, cette catégorie-là, enfin ce code d'activité-là, et c'est pour ça que c'est comme ça. Après, normalement, ça a pas, enfin voilà, c'est pas de sa responsabilité quoi, la catégorisation. Christian après peut toujours contester auprès de l'INSEE et de dire non mais vous êtes planté dans la catégorisation. Moi ça a rien à voir et donc on peut faire une demande auprès de l'INSEE. Je vais essayer de vous retrouver le lien. Je crois que c'est auprès de l'INPI, de ce qu'il disait. Je sais pas si c'est pareil. Oui, alors il l'a fait auprès de l'INPI, mais en fait, quand l'INPI, c'est quoi? C'est juste un site. Et l'INPI, ce qu'ils font, c'est que derrière, le dossier est envoyé à la bonne personne. En tant que commerçant artisan, là, son activité, c'est commerçant artisan, c'est envoyé alors je pense que c'est plus artisan d'ailleurs, commerçant d'ailleurs, c'est envoyé au greffe. Mais avant d'aller envoyer au greffe, il l'envoie à l'INSEE. Donc c'est d'abord envoyé à l'INSEE et ensuite c'est envoyé au greffe. L'INSEE, c'est on voit toutes les entreprises de France, le numéro de sirène et le numéro de sirette sont donnés par l'INSEE. Et le greffe, lui, il enregistre uniquement toutes les activités commerciales. Voilà. Et lui, il prend le numéro de sirène que lui donne l'INSEE, il prend le code d'activité qu'a donné l'INSEE. Il y est pour rien. Et l'INPI, eux, tout ce qu'ils font, c'est que rediriger à l'INSEE. Quand l'INSEE a validé, hop, on l'envoie au greffe. Et puis quand le greffe a validé, l'INPI dit c'est bon, c'est validé. Donc en fait, pour le changer, s'il veut changer, si c'est bien le code APE qui veut changer, parce que le code APE apparaît sur le CABIS, si c'est le code APE qui veut changer, il faut aller sur la base. Alors je vais essayer de trouver le lien, hein, je l'ai vite fait en général. Code APE, hop. Il y a une page pour changer, voilà. Hop, j'ai le lien là. Alors, on peut aussi le changer à l'INPI, hein, mais alors l'INPI, en général, c'est un peu compliqué, parce que derrière, il le retransfère à l'INSEE. Donc, le mieux, quand c'est qu'un problème de code APE, vaut mieux l'envoyer à l'INSEE directement. Donc, pour changer son code APE auprès de l'INSEE, hop, voilà la page. Donc là, il y a toute une procédure à suivre. N'hésitez pas à poser des questions. On va peut-être avancer un petit peu dans la présentation, mais en tout cas, toutes les questions que vous avez, nous, on les note et on les posera dès que possible. On aura une session questions-réponses, donc vous inquiétez pas. Tout à fait. Alors, du coup, on a essayé de résumer les avantages, les inconvénients qu'il vaut mieux connaître avant de se lancer. Alors, les 5 avantages, donc comptabilité simplifiée, on en a largement parlé. Rien à payer si rien encaissé, ça j'en ai parlé aussi, vu que c'est un pourcentage de votre chiffre d'affaires, les cotisations, vous n'avez rien à payer. Pourquoi on dit c'est un avantage? Parce que les autres statuts, par exemple en société, où il y a d'autres statuts aussi, où on va avoir en entreprise individuelle au réel, parce qu'on va devoir payer des cotisations alors qu'on n'a encore rien encaissé. Alors, on pourra demander à l'URSSAF de dire « Ah non, mais pour l'instant, j'ai rien. » Enfin, il va falloir se battre un peu pour aller dire « Non, mais pour l'instant, je paye rien parce que j'ai rien. » Et il faut se battre. Donc, alors que là, c'est vraiment c'est intégré, il n'y a pas de problème. On ne paye rien si on n'a rien encaissé. La déduction forfaitaire, elle peut être très intéressante. Okay, donc, les 50% là, dont je parlais dans mes exemples pour l'impôt sur le revenu, ça peut être super intéressant. Parce que vous êtes serveur ou vous faites 2000 € de chiffre d'affaires par mois, et ben les impôts, ils considèrent que vous avez gagné 1000 € net. Pour rappel, sur 2000 €, vous payez 422 à l'URSSAF. Je ne pense pas que vous avez 578 €. Hein, c'est la différence entre donc 2000 moins 422 de cotisation. Il reste 1576 €. 78 €.
ben, vous n'avez pas entre les 1576 et les 1000 euros que les impôts prennent en compte, vous avez 576 euros de frais professionnels. Alors oui, vous allez devoir vous déplacer avec votre véhicule ou avec les transports en commun pour vous rendre sur les lieux de mission, mais ça va jamais représenter 576 euros, à moins que vous ayez à prendre le train pour aller à l'autre bout de la France. Là, peut-être que ça peut commencer à compter et ça peut être problématique, cette déduction forfaitaire dans ce cas. Mais globalement, c'est plutôt intéressant pour payer moins d'impôts. Donc les avantages, bah, on peut au niveau clientèle, au niveau business, bah, on va avoir plein de missions potentielles différentes, des clients différents. Donc c'est assez, voilà, ça peut être assez sympa de voir des choses différentes et de pas avoir un seul employeur. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que nous on remarque de la plupart de ceux qui veulent se lancer alors en micro-entreprise ou autre statut indépendant. Hein, c'est clairement un point que les gens apprécient. Et les aides financières à la création. Alors, les aides financières à la création, on pense notamment à l'ACRE, par exemple. Donc ça, c'est si on n'en a pas parlé jusque-là, mais l'ACRE, c'est si vous étiez salarié avant, que vous êtes retrouvé au chômage, soit pour un licenciement, soit pour une fin de CDD, peu importe, et que vous avez le droit au chômage, vous avez le droit de demander l'ACRE. Et quand vous avez l'ACRE, vous avez une réduction des cotisations. Elles sont divisées par 2 pendant un an, enfin, jusqu'à un an. Il faut bien faire attention à démarrer en début de trimestre, mais en gros, vous avez des réductions de cotisations qui peuvent être intéressantes et qui rendent le statut de la micro-entreprise encore plus intéressant. Dans les inconvénients, le chiffre d'affaires est limité, ça on en a parlé. C'est pas possible de déduire les dépenses, hein, on en a parlé aussi. On a parlé de déduction forfaitaire. Cette déduction forfaitaire et ces cotisations forfaitaires en pourcentage du chiffre d'affaires, c'est parce que justement, ça prend en compte le fait que vous avez quelques dépenses pro. Mais comme je viens de prendre l'exemple sur l'avantage, ça prend en compte sur 2000 euros, ça prend 576 euros ça prend en compte 576 euros de frais professionnels. Donc, ça commence à faire normalement, par rapport à 2000 euros, ça représente plus de 25% de votre chiffre d'affaires. C'est pas évident de collaborer entre micro-entrepreneurs parce que c'est pas intéressant d'aller se refacturer l'un l'autre. Ça, il va falloir éviter. Donc, quand vous allez vouloir collaborer, il va falloir forcément dire au client est-ce que vous pourrez on fera plusieurs factures, on est 3 là, on travaille ensemble, on aime bien travailler ensemble, on est efficace, on vous fera 3 factures quoi. On peut pas vous faire, il y en a un qui fait une facture et qui reverse la quote-part à chacun en sous-traitance. Ça c'est pas possible. OK, la sous-traitance c'est vraiment pas une bonne idée en micro-entreprise parce que vous allez payer sur le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est ce que vous aurez facturé au client, c'est-à-dire la prestation des 3 micro-entrepreneurs. Alors qu'en fait, il y en a 2. Il y a 2 micro-entrepreneurs à qui vous allez reverser l'argent. L'argent que vous allez reverser, vous ne pourrez pas le déduire. Ce sera des dépenses professionnelles et vous ne pourrez pas le déduire de votre chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. La protection sociale et la couverture santé limitée, ça c'est un peu le lot de tous les indépendants. Ok, c'est pas spécifique à la micro-entreprise. Hein. Que vous soyez en micro-entreprise, en entreprise individuelle ou en EURL, vous allez avoir les mêmes protections. Au niveau santé, on est vraiment à peu près sur la même chose. Si on compare à salarié, quand vous êtes salarié, en général, vous avez une mutuelle, par exemple. Donc, il faut bien avoir en tête que quand on est indépendant, on n'a pas la mutuelle par défaut. La mutuelle, il faut aller la chercher soi-même. Ok, et donc, quand on va chez le médecin, la sécurité sociale en France, obligatoire pour tout le monde, que vous payez via les cotisations URSSAF, elle couvre 70% de ce que vous allez payer chez le médecin. Donc 30% seront à votre charge si vous n'avez pas de mutuelle. Après, vous pouvez prendre une mutuelle, vous rapprocher d'un assureur et vous demander une mutuelle qui va venir compléter les 30%, voire plus s'il y a des dépassements d'honoraires et ainsi de suite. La retraite aussi, il n'y a pas de magie. Hein. Si on cotise moins,
Donc globalement, on cotise moins, enfin ça nous coûte moins cher, les cotisations coûtent beaucoup moins cher chez les indépendants. Donc là, pareil, hein, qu'on soit en micro-entreprise, en entreprise individuelle, en EURL, on cotise beaucoup moins pour la retraite. Il y a une exception, on peut être indépendant en SASU. Quand on est en SASU, si on veut, on peut effectivement cotiser autant que les salariés à la retraite. Mais du coup, dans ces cas-là, les taux de cotisation, c'est plus du tout les mêmes. Hein. On paye, quand on récupère 100 euros, il faut donner 85 euros à l'URSSAF. Donc, vous voyez un peu les ratios, alors que tout à l'heure, je vous disais, vous récupérez 1500, vous donnez 420 à l'URSSAF. Donc, c'est pas du tout les mêmes proportions. Donc, c'est normal finalement que la retraite soit moins élevée aussi, vu qu'on a payé moins, on a le droit à moins. Et par rapport à tout ce que tu disais de l'inconvénient, il y a une question qui est en lien, donc je vais la poser, Ouais. tout de suite. C'était Christian qui disait, donc, est-ce que l'assurance est obligatoire en tant qu'entrepreneur, en règle générale? Alors, l'assurance, alors ça dépend quelle assurance. Donc, dans les assurances, si je reprends en gros les assurances auxquelles il faut penser, il n'y a rien qui est obligatoire. Okay, il n'y a aucune assurance obligatoire. Il y a ce qui est obligatoire, c'est de payer l'URSSAF, qui va donner 70% pour l'assurance maladie, la Sécu, quoi. Il y a que ça à payer. Après, on va avoir totalement optionnel, le fait de prendre une mutuelle pour venir couvrir, être à 100%. Notamment, alors le cas, c'est pas quand je vais chez le médecin une ou deux fois dans l'année. Si on n'est pas très malade, on se dit ça sert à rien de payer même 20 euros ou 30 euros par mois, sachant que je vais jamais aller chez le médecin. Si je vais 3 fois chez le médecin, je vais jamais rentabiliser les 20 ou 30 euros que je paye par mois. Le truc, c'est quand vous payez 20 ou 30 euros par mois, vous couvrez aussi, par exemple, des frais d'hospitalisation. Et ça, vous ne le savez pas à l'avance. Okay, les frais d'hospitalisation, vous ne pouvez pas dire, moi, cette année, j'irai pas à l'hôpital. C'est un risque qui pèse sur la tête de tout le monde de se faire renverser, de se planter un couteau dans la main, enfin de trucs bêtes et méchants qui peuvent arriver à tout le monde. Et donc, quand vous vous faites hospitaliser, ça peut coûter assez cher. Alors, je ne parle pas d'un petit passage aux urgences. Ça coûte un petit peu, mais ça coûte pas une fortune. Mais si vous devez rester 2-3 jours à l'hôpital pour une brûlure, par exemple, ça peut coûter assez cher. Les frais d'hospitalisation coûtent cher et sont très mal remboursés de base par la sécurité sociale. Donc là, la mutuelle, vous serez content de l'avoir. Donc, heureusement, pourquoi ils arrivent à faire des mutuelles à 20 ou 30 euros par mois? C'est parce que tout le monde ne se brûle pas. Okay, tout le monde peut aller 2-3 fois chez le médecin dans l'année, mais tout le monde ne se brûle pas. Donc, du coup, on peut mutualiser le risque. Et donc, du coup, tout le monde, quelque part, sur les 20 euros, il y a 10 euros qui servent. On accumule 10 euros de tout le monde. Et puis, il y en a un sur 20 qui va aller à l'hôpital. Et du coup, pour qui les frais de l'hôpital seront couverts par cette mutuelle. Donc ça, c'est principalement le point à avoir pour la mutuelle. Donc si c'est le conseil que moi, on m'a déjà donné aussi quand j'étais indépendant, des courtiers en assurance qui donnent souvent ce conseil de dire attention, faites le minimum de couverture au moins sur l'hospitalisation. Ensuite, vous avez d'autres assurances, vous avez la prévoyance. La prévoyance, c'est en cas de décès, en cas d'invalidité, vous pouvez ne plus avoir la possibilité de travailler à temps plein ou même de travailler du tout. Si vous êtes décédé, c'est encore pire. C'est que vous laissez aussi votre famille potentiellement sans revenus ou avec la moitié de revenus, donc c'est un peu la galère. Donc la prévoyance, elle sert à couvrir ce genre de risque-là. Donc ça aussi, c'est très rare. Donc vous payez un montant tous les mois qui sert à rien, hein, c'est perdu. Mais si un jour vous avez un souci, vous serez couvert. Vous pourrez avoir un revenu qui vous sera versé parce que vous êtes invalide, totalement ou partiellement, ou si vous décédez, donner une rente, par exemple, à votre mari ou à votre femme qui reste avec plein de charges que vous assumiez à deux avant, quoi. Il y a aussi la retraite. Vous pouvez mettre des retraites complémentaires. Ça, on le met souvent aussi dans le lot des assurances. Après, je ne sais pas s'il parlait peut-être aussi de l'assurance responsabilité civile.
Ça peut être dans le contrat avec votre client. C'est-à-dire que le client peut demander à avoir une responsabilité civile, une assurance responsabilité civile. Ça, vous connaissez peut-être la responsabilité civile en voiture, par exemple. Vous renversez quelqu'un en voiture, c'est la responsabilité civile, l'assurance de votre voiture qui contient une clause de responsabilité civile. Vous avez fait du mal à quelqu'un d'autre. Cette personne, les soins à cette personne vont pas être gérés par ses assurances à elle, ça va être géré par la responsabilité civile de celui qui a causé le tort. On va avoir la même chose là, par exemple, je sais pas, vous êtes serveur et vous faites des fausses manips sur des ou vous êtes en cuisine, vous faites des fausses manips sur du matériel pour cuisiner et vous mettez le feu ou vous endommagez une partie de la cuisine parce que à cause d'un début d'incendie ou des choses comme ça. L'employeur peut se retourner contre vous et dire c'est votre faute, vous avez fait n'importe quoi, et donc du coup c'est à vous de payer. Si vous n'avez pas de responsabilité civile, ça vous revient à vous personnellement d'être bien embêté avec ce problème-là, parce que l'assurance du client va pas s'embêter à payer à votre place. Ok. Et par contre, si vous avez une assurance, une responsabilité civile, du coup, vous allez dire à l'assurance du client, débrouillez-vous, moi j'ai une responsabilité civile, c'est pas moi qui m'en occupe, je suis couvert contre ces risques-là. Voilà un peu les différents types d'assurances auxquels il faut penser quand on est indépendant. Et j'ai aussi une petite précision à faire par rapport aux assurances. Il faut savoir que pour celles et ceux qui sont auto-entrepreneurs chez Extra Cadabra, ils sont assurés 1 heure avant, pendant et 1 heure après la mission. Donc, si vous avez d'assurance tout simplement en temps normal, avec Extra Cadabra, vous êtes automatiquement assuré 1 heure avant, donc je répète, pendant la mission et 1 heure après. Donc en responsabilité civile, hein, c'est ça? C'est bien ça. Ouais, c'est super. Ouais, c'est top. Ça, effectivement, c'est assez fréquent d'avoir ce genre de choses sur des plateformes. Moi, je pense, je sais pas sur les plateformes liées aux extras, mais en tout cas, c'est cool que ça soit effectivement chez Extra Cadabra. Moi, j'y ai pensé sur d'autres plateformes plus dans l'informatique et des choses comme ça où ils proposent aussi d'intégrer la responsabilité civile. Ok, et du coup, on peut avancer s'il n'y avait pas d'autres questions. J'ai essayé de résumer les 10 erreurs à ne pas faire. Donc, choisir la micro-entreprise alors que c'est pas le plus approprié, hein, ça peut être lié à la marge que vous allez faire et le fait que le taux d'abattement, par exemple, il couvre pas tous vos frais professionnels. Effectivement, là, ce sera un choix de la micro-entreprise pas approprié. Ou le fait que vous voulez faire, vous allez travailler, mais à chaque fois, vous allez travailler en équipe et vous les sous-traitez à des gens. Là, pareil, c'est pas intéressant. Vous allez avoir trop de frais et la micro-entreprise n'était pas adaptée pour ce genre de choses. Choisir un siège social qui n'est pas stable, ça vous oblige en fait à changer. Alors le siège social, c'est quoi? C'est l'adresse que vous donnez à votre entreprise. Du coup, c'est généralement chez vous. Mais si vous avez un logement pas forcément stable, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de regarder une domiciliation, par exemple. Donc, il y a des services qui domicilient les entreprises. Et donc, vous récupérez votre courrier qui a été scanné par le service de domiciliation. Vous le récupérez directement en ligne, votre courrier d'entreprise. Donc, ça peut être une chose à faire. Donc le versement libératoire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça, il faut regarder. C'est une façon de payer son impôt sur le revenu qui est spécifique aux auto-entrepreneurs. Alors c'est un sujet dans le sujet, là, ça peut être un peu long si je le détaille, mais il vaut mieux vérifier. Donc n'hésitez pas. Ce que je peux faire, c'est peut-être vous mettre un petit article de Super Indep où on en parle justement. Hop. Je vous mets ça là. Hop, comme ça, vous aurez un petit peu de lecture sur le versement libératoire. Donc ça, faut faire attention, c'est des cases quand les gens ont tendance à
à cocher un peu trop vite. Donc, attention si c'est pas adapté à votre situation. Donc, en gros, c'est pas adapté à votre situation, ça voudrait dire bah, vous n'y avez pas le droit et vous l'avez quand même pris. Et donc, du coup, après, vous allez avoir des rattrapages ou voir vous n'allez pas vous en rendre compte. Et puis, à un moment donné, c'est les impôts qui vont s'en rendre compte et qui vont venir vous chercher. Pour l'exemple, c'est un peu démesuré, hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait énormément de chiffre d'affaires. Il faisait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, il l'a fait 2 années de suite, il n'y avait pas de souci. C'était même il y a 3 ans, il faisait peut-être un peu moins. Mais en gros, pendant 3 ans, il a fait des très beaux chiffres d'affaires sans dépasser le seuil il y a 3 ans. Puis les 2 dernières années, là, il a dépassé le seuil. Il s'est retrouvé avec un contrôle fiscal. Lors du contrôle fiscal, les impôts lui ont demandé, il n'avait pas le droit au versement libératoire pour les 3 années. Donc certes, il avait fait beaucoup de chiffre d'affaires, mais il avait plus de 35 000 euros d'impôts à payer. Quand il s'est aperçu de ça, il a fait ouais, quand même, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait un petit peu mal d'avoir 35 000 euros à payer, même quand on a gagné l'équivalent de plus de 250 000 euros hein, sur les 3 ans. Mais ça fait quand même plus de 10% de ce qu'il a gagné, voire plus de 15%. Avoir un seul client, ça c'est vrai que c'est un peu dangereux. En fait, typiquement, je sais que c'est quelque chose qui peut être pas mal surveillé dans certains métiers, notamment dans la restauration. Si vous avez qu'un client, en fait, l'URSSAF peut vous requalifier comme salarié et dire au client, il y a un souci, il va falloir payer les cotisations. Bon, ça peut entraîner quelques petits problèmes avec le client et sur la durabilité de la mission que vous avez, quoi. Ça peut être intéressant après si vous avez envie d'être salarié, hein, mais ça ne met pas forcément dans les meilleures conditions avec le client quand on commence là-dessus. Si on commence par quelque chose de juridique avec son employeur. Déclarer son chiffre d'affaires sur le TTC, donc le toute taxe comprise, c'est-à-dire avec la TVA, quand on est à la TVA, et non pas le hors-taxe. Donc, si je reprends un exemple de quelqu'un qui serait à la TVA, donc ce serait plutôt quelqu'un qui facture 4 000 euros par mois. S'il facture 4 000 euros par mois, 4 x 12, on est largement au-dessus des 39 100 euros là, de chiffre d'affaires. Donc, c'est quelqu'un qui doit être à la TVA. Donc, 4 000 euros par mois en hors-taxe, ça veut dire que normalement, il récupère 4 800 euros auprès de son client. Il y a 800 euros de TVA, c'est 20% des 4 000 euros. Donc, 4 000 euros hors taxe, 4 800 TTC. Et ce qu'il faut déclarer à l'URSSAF, c'est les 4 000 euros hors taxe, pas les 4 800 TTC. Sinon, ça veut dire qu'on payerait des cotisations sur la TVA. Le prorata, ça j'en ai déjà parlé 2 fois au moins. Donc, il s'applique pour la TVA la première année. Il s'applique pour le seuil de chiffre d'affaires la première année aussi. Donc, on a des seuils qui sont donnés. Il faut prendre le nombre de jours d'activité dans l'année. Donc, nombre de jours, c'est par rapport à la date à laquelle vous êtes inscrite. C'est pas par rapport au nombre de jours. J'ai travaillé tel jour, tel jour, tel jour et tel jour. Non, c'est le nombre de jours. Si vous êtes inscrit le 1er juillet, on fait du 1er juillet au 31 décembre. Combien il y a de jours divisé par 365. Et ça permet d'avoir le calcul de son chiffre d'affaires au prorata. Ne pas déclarer ses revenus micro-entrepreneurs à l'impôt sur le revenu. Ça, on l'a eu quelques fois, des gens qui effectivement oublient, notamment ceux qui sont au versement libératoire. Ils disent c'est bon, j'ai payé les impôts, je vais payer le versement libératoire, donc j'ai déjà payé mes impôts à l'URSSAF, en même temps que les déclarations URSSAF sur le versement libératoire. Et du coup, il oublie de déclarer l'impôt sur le revenu. Et même si vous n'avez pas d'impôt à payer au final, il faut quand même les déclarer. Parce que notamment, ça peut avoir des impacts sur votre droit ou non d'avoir le versement libératoire les années suivantes. Donc, c'est important de bien déclarer ses revenus et on déclare toujours le chiffre d'affaires hors taxe à l'impôt sur le revenu. Ne pas mensualiser ses déclarations, bon, ça, c'est un peu plus discutable éventuellement, mais nous, on trouve quand même que, c'est même pas on trouve, on l'a constaté, tous ceux qui sont en trimestriel ont plus de problèmes de paiement que ceux qui sont en mensuel. Ça, c'est statistiquement, sur des milliers de clients, on s'est rendu compte de ça, tout bêtement. Ceux qui sont en trimestriel, ils font « Oups, j'avais pas les sous au moment où l'URSSAF a voulu prélever. » Donc, c'est aussi simple de payer tous les mois
et de faire une mini compta, entre guillemets, de savoir qu'est-ce que j'ai encaissé tous les mois. Ne pas avoir de compte dédié, bah, ça je vous ai dit, c'est pas obligatoire si vous n'avez pas plus de 10 000 euros 2 années de suite, mais fortement conseillé, hein, ça permet d'isoler, notamment en cas de contrôle, bah, du coup vous n'aurez que ce compte à présenter, alors que si vous mélangez avec le compte personnel, bah, les impôts ou l'URSSAF, quand ils vont faire un contrôle, ils vont vous dire bah, donnez tout votre relevé de compte, ils vont tout éplucher, ils vont voir des chèques des grands-parents, des remboursements d'amis pour des week-ends, pour des soirées, des choses comme ça. Et ils vont vous dire, ah, ben ça, c'est du chiffre d'affaires. Ah, c'est pas du chiffre d'affaires. Ok, ben, prouvez-le moi que c'est pas du chiffre d'affaires. Donc, en gros, ça va être un peu un enfer. J'ai une cliente une fois comme ça qui avait un contrôle et qui était exactement dans ce cas-là. Elle avait les cadeaux de Noël de sa grand-mère qui passaient en chiffre d'affaires selon l'URSSAF. C'était un peu dommage. Ne pas passer à la TVA le plus tôt possible, hein, si on travaille avec des pros, parce qu'en fait, quand on travaille avec des pros, ce qui peut être, je pense, pas mal le cas dans la restauration, typiquement, les pros, eux, ils sont à la TVA. Et comme ils sont à la TVA, que vous leur facturiez la TVA ou pas, ça leur coûtera, ça change rien pour eux. C'est-à-dire que je prenais l'exemple des 4 000 euros par mois, que vous fassiez 4 000 hors taxes ou 4 800 TTC, dans tous les cas, le pro, lui, ça va lui coûter 4 000 parce que les 800 de TVA, il va les déduire de son côté. Donc, vous pouvez y passer à la TVA dans ces cas-là. Et vous, ce que ça vous permet, c'est de déduire la TVA de vos achats personnels à vous. Donc, TVA, je sais pas, ça peut être sur du matériel que vous prenez pour aller travailler. Ça peut être le téléphone, si le téléphone est un outil indispensable à votre travail. Ça peut être des services comme Super Indep, ça peut être ce genre de service où il y a de la TVA que vous allez pouvoir déduire et récupérer. Quelque part, ça vous coûtera un petit peu moins cher. Ces services vous coûteront un petit peu moins cher. Bon. Pour la blague, on a mis peut-être chez Super Indep. C'est la 11e erreur. Voilà. Si vous avez la tête qui commence un peu à exploser, en fait, on vous a dit que le régime était simplifié sur la première slide. En fait, c'est pas vraiment vrai. On voit qu'il y a quand même pas mal de sujets et que du coup, c'est peut-être pas mal d'avoir quelqu'un qui vous accompagne. On repasse la main du coup sur cette dernière. Ouais. C'est ça. Alors juste avant de commencer, c'est pour dire à Edgardo et Mathilde qu'on n'a pas oublié vos questions, on les a notées. Juste après ces slides, on aura une petite session questions-réponses, donc on pourra les poser à ce moment-là. Ça marche. Donc là, je vais juste vous expliquer en fait très rapidement comment est-ce que vous pouvez, disons, booster votre profil, comment être et qu'est-ce que ça signifie être auto-entrepreneur chez Scracadabra. En fait, ça va aller sur 3 étapes. Donc la première, en fait, elle est administrative. Donc en fait, vous aurez juste besoin d'un RIB personnel, donc d'un document d'identité valide et d'un justificatif auto-entrepreneur, donc que vous aurez fait grâce à Super Indep. Ensuite, il faut être auto-entrepreneur vérifié. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur la plateforme, en fait, il va falloir à un moment renseigner une expérience. Nous, en fait, ce qu'on va faire de notre côté, nos équipes, en fait, elles vont simplement vérifier l'expérience pour pouvoir la valider. Et à partir de là, vous serez auto-entrepreneur vérifié. Et ensuite, pour augmenter vos chances d'être pris, il y a certains petits tips qu'on peut vous donner, notamment la photo professionnelle, qui est très importante, puisqu'on sait que la photo professionnelle, ça joue beaucoup, en tout cas sur la plateforme, que les établissements, c'est quelque chose qu'ils regardent beaucoup. Donc, c'est la présentation professionnelle. Vous verrez que quand vous créez votre profil, vous devrez rentrer au bout d'un moment juste quelques petites phrases, des petites phrases vous décrivant et vous et vos compétences. Donc, la rendre la plus professionnelle possible. Et si vous avez beaucoup d'expériences, n'hésitez pas à les rentrer et à faire des demandes de recommandations pour chacune de ces expériences. Et ainsi, vous pourrez avoir aussi plus de chances d'être pris et vous aurez aussi plus d'offres qui vont s'afficher. Donc voilà, ça c'était très rapide sur ce point-là. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et là, je pense qu'on va passer à la session questions-réponses. Allez. Alors, je vais tout de suite prendre la question de Edgardo qu'il avait posée. Je pense qu'on avait plus ou moins répondu à la question, mais je vais quand même te la reposer. Alors, un instant. Alors, il dit,
J'ai un numéro de SIRET d'un domaine à restaurer et il souhaite passer à la restauration. Et il essaie de savoir en fait comment est-ce qu'il peut faire justement pour passer du domaine à restaurer à la restauration et de savoir s'il essaie de le faire, parce qu'il dit qu'il essaie de le faire depuis l'URSSAF, mais que c'est un peu compliqué. Je sais pas si. Je suis pas sûr. D'un Il dit domaine à restaurer. ça. Je sais pas trop si Edgardo est toujours dans le live, il peut peut-être donner quelques petites précisions. Ouais. Alors, je suis pas sûr de voir ce qu'est le domaine à restaurer. Alors, je pense que là, du coup, c'est pour un changement d'activité, si je me trompe pas. Donc, si c'est pour faire un changement d'activité, ça se fait sur l'INPI. Ça sert à rien de le faire via l'URSSAF, ça marchera pas. Donc là, on n'est plus dans le changement de code APE comme on disait avec Christian tout à l'heure, parce qu'ils auraient fait une erreur par rapport à la description qu'on a donnée initialement. On est vraiment de j'arrête une activité et j'en démarre une autre. Donc ça, quand on fait ça, il faut le faire sur l'INPI. Et ça, on peut aider si besoin via Super Indep. Ça fait partie des choses que on sait faire. Très bien. Et donc, il y avait une question aussi de Mathilde qui disait en quoi il est important d'être accompagné dans la création d'un statut auto-entrepreneur. Ok, bah du coup sur la création du statut auto-entrepreneur, donc, comme on disait, on peut le faire sur l'INPI. Le truc, c'est, je sais pas si Mathilde a fait la création sur l'INPI, mais il y a notamment quelques questions qui sont un petit peu pas évidentes. Il y a des questions, notamment sur le versement libératoire. Alors, je sais pas si vous avez commencé à lire l'article. Euh, c'est assez compliqué. Est-ce que j'ai le droit au versement libératoire ou pas? Ensuite, il y a l'ACRE. Est-ce que j'ai le droit à l'ACRE ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à créer? Typiquement, là, si vous voulez faire une création en ce moment, Mathilde, et que vous avez le droit à l'ACRE, ce serait dommage de faire la création là, le 10 décembre, parce que vous allez perdre quasiment un trimestre, alors que vous pourriez commencer le 1er janvier, à moins que vous ayez vraiment une contrainte forte, parce qu'il faut absolument travailler autour de Noël, hein. Mais sinon, vous allez perdre en fait un petit peu de temps sur votre réduction de cotisation avec l'ACRE. Parce que ça se fait sur le trimestre en cours plus 3 trimestres après. Donc tous ces trucs, toutes ces petites subtilités en fait, lors de l'accompagnement, nous justement on les aborde pour vous faire attention que vous ayez rien loupé. Il y a aussi d'autres cas. Alors, je sais que chez Extra Cadabra, souvent, les dossiers vont être traités par le greffe. Et le greffe du tribunal de commerce vous fait des rejets, mais ubuesques. Des fois, nous, on n'en revient pas non plus. Hein, on comprend pas. On tombe de notre chaise en se disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il nous rejette le dossier? Donc, nous, on a l'habitude quand même globalement des rejets totalement ubuesques du greffe du tribunal. Donc, on essaye de faire et de faire en sorte que le dossier passe. Là, typiquement, j'ai encore un exemple de quelqu'un qui me disait j'ai commencé mon dossier INPI, j'essaye de le valider, hop, je le recontacte quelques semaines après. Alors, c'est bon, c'est créé. Ah non, j'ai eu un rejet. Je le recontacte 2 semaines après. Alors, c'est bon? Non, j'ai encore eu un rejet. Bon, et puis je lui dis, là, je lui ai dit qu'il y a quelques jours, donc encore 2 semaines plus tard, donc ça fait un mois et demi qu'il est en train d'essayer de créer. Il a déjà eu 3 rejets. Et là, il m'a dit, c'est bon, j'abandonne, je vous le laisse faire parce que j'en peux plus. Donc, nous, globalement, on n'a pas trop de problèmes. On arrive toujours au bout, sauf si les conditions n'étaient pas réunies. Hein. On n'arrivera jamais à faire passer quelqu'un. On n'arrivera jamais à faire passer quelqu'un sur des conditions qui sont pas autorisées. Quelqu'un qui a pas le titre de séjour qui va bien, par exemple, on peut pas, malheureusement, on pourra pas le faire travailler. On pourra pas lui faire passer son dossier, ça c'est sûr. Tic tic tic. Alors là, je revois le complément d'Edgardo. 10 ans d'expérience dans la restauration et par là, j'ai fait un diplôme d'auditeur énergétique. Depuis un an.
Ouais, c'est étonnant. Bah, du coup, je pense que c'est quand même un changement. Enfin, auditeur énergétique et restauration, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est un changement à faire après auprès de l'INPI quand même, hein, pour clarifier l'activité. Après, a priori, faut voir aussi si c'est auto-entrepreneur dans les deux cas ou pas. Euh, Voir s'il faut mieux faire une clôture, puis refaire une création. Ça, des fois, c'est les genres de choses qui peuvent arriver aussi quand il y a un changement de statut. C'est-à-dire que vous ne restez pas en micro-entreprise entre les deux activités. Je regarde s'il y a quelques questions encore. Et après, on va arrêter le live. Ouais. Je sais pas si je parle beaucoup, hein. Non, il n'y a pas de souci, Il c'est y a très pas clair. mal de questions aussi, donc c'est bien. Ok. Moi, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ben, en tout cas, bah, merci à toutes celles et ceux qui ont participé au Ouais, live. merci à vous. Bah, merci, merci Clément. Et puis voilà, maintenant vous savez par qui vous faire accompagner si vous voulez être auto-entrepreneur. Donc voilà, super. Voilà, exactement. Donc n'hésitez pas. D'ailleurs, il y a un lien chez Extra Cadabra, je crois, il y a une offre préférentielle pour ceux C'est qui sont ça, chez Extra Cadabra, donc n'hésitez pas. exactement. N'hésitez pas à aller sur notre blog et vous aurez toutes les infos. C'est ça. Super, bah, merci beaucoup. Voilà, ben merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde et puis au plaisir éventuellement voir certains d'entre vous chez Super Indep. Merci. Encore merci. À bientôt. Au revoir.